Imaginez la suite de cette belle histoire d'amour de Psyché et Eros. À toi l'honneur. J'aimerais vous avertir tout de suite, la fin de l'histoire que j'ai imaginée n'est pas très belle. Elle n'est pas aussi belle que le conte que Mme Laurence nous a conté. Donc, un roi avait 3 belles filles. La cadette était la plus belle. Elle était tellement belle que les habitants de son patelin, et même les étrangers, étaient subjugués par sa beauté. Une nouvelle Vénus est née. L'auteur lui-même avait du mal à décrire cette sublime beauté, tandis que la cadette était d'une perfection si rare, si merveilleuse que les termes manquaient pour l'exprimer et pour en parler dignement. Les curieux venaient de partout pour admirer cette glorieuse merveille du siècle. La déesse tant vénérée fut abandonnée. Toutes les prières s'adressaient désormais à la jeune fille. C'est sous les traits d'une mortelle qu'on adore la puissante déesse. Et la véritable Vénus, scandalisée de partager les honneurs avec une jeune fille d'un autre rang social, s'enflamma. Qu'elle tremble, quelle qu'elle soit, celle qui usurpe mes honneurs. Vénus la fera repentir de cette insolente beauté. La déesse, furieuse d'être ainsi comparée à une misérable et odieuse petite mortelle impuissante, décida de faire appel au service de son fils, Cupidon. Elle savait que le jeune dieu ne ratait que rarement sa cible. En conséquent, elle fabriqua 2 flèches. Ces flèches magiques avaient le don de métamorphoser tous les humains qu'elles touchent en de ravissants miroirs. Ravie de son plan diabolique, elle appela Cupidon en lui donnant le nécessaire à sa mission. Ainsi, l'ange partit au petit matin, sous le regard attentif de sa mère. Arrivé au village de la légendaire princesse, Cupidon se fraya un chemin dans la foule qui désirait voir Psyché et sa sublime magnificence. Il s'engouffra en toute discrétion dans le palais et fouilla toutes les pièces afin de la trouver. Psyché se trouvait sur le balcon. Assise et immobile, elle posait alors que des peintres tentaient d'immortaliser sa fabuleuse et pure beauté. En observant l'arrogante jeune fille ayant outré sa mère, Cupidon ne put s'empêcher de comprendre les paysans, car la jeune fille était certes d'une beauté à en couper le souffle. Sa peau lisse et délicate était blanche comme neige, et son doux visage était couronné d'une soyeuse chevelure aussi pure que de l'or, qui ondulait et tombait sur ses épaules à la perfection. Ses yeux limpides étaient aussi bleus que le ciel, et son sourire léger et discret aurait conquis les cœurs les plus vaillants. Même pour le plus insensible des êtres, il était impossible de rester indifférent face à une telle magnificence. Cependant, la prestigieuse et prodigieuse beauté de Vénus demeurait tout de même incomparable. Sortant de sa rêverie, Cupidon s'aperçut que les peintres avaient presque fini leurs œuvres. Il fallait faire vite. L'ange vola jusqu'au plafond de la chambre et s'agrippa sur l'imposant lustre qui éclairait la pièce. Perché sur celui-ci, l'ange encocha une flèche et visa le cœur de la jeune insolente qui avait causé tant de problèmes à la déesse. Soudain, un cri sortit de nulle part. L'immortelle prit par surprise, perdit l'équilibre et la flèche rata Psyché pour se perdre dans les branches d'un arbre. Le bruit si prompt fit sursauter la princesse et son entourage. Obligé de fuir, Cupidon courut à toute vitesse et se mêla à la foule avant de prendre son envol. Il se doutait bien que sa mère serait furieuse devant son échec et son incompétence, mais de retour au bercail, une mauvaise surprise l'attendait. Il trouva Vénus dans son lit, dans un état critique. Blême comme la mort et l'œil vitreux, la déesse était fiévreuse et avait la nausée. « Mère, que vous arrive-t-il » s'exclama l'immortelle. « Cupidon, mon fils, l'heure est grave. Tu as échoué ta mission. Les humains ont cessé de croire en moi et mon âme se dissipe peu à peu. Par la faute de cette minable Psyché, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, dit la déesse dans un souffle. Mais vous êtes une déesse, vous ne pouvez pas mourir. Tout le monde vous vénère, protesta l'ange. Autrefois, j'étais vénérée. Maintenant, c'est la princesse que tout le monde adule. Lorsqu'un dieu n'a plus d'admirateurs, il s'éteint, répondit-elle en souriant faiblement. Laissez-moi faire au moins quelque chose, supplia Cupidon.
Il te reste 48 heures pour me sauver. À la prochaine pleine lune, je ne serai plus qu'un lointain souvenir. Pars, mon fils, châtie cette humaine qui ne mérite pas sa beauté. » Ainsi, le jeune immortel retourna au château. Il se présentant comme étant un prince, ayant entendu les nombreuses louanges sur la légendaire Psyché. On l'admit à la table du roi. Lorsqu'il pénétra dans la salle de banquet, la princesse tomba instantanément sous le charme de ce mystérieux jeune homme. Le repas fut joyeux. Le roi apprécia vite le charmant prince et l'on bavarda de tout et de rien jusqu'au soir. Le roi pria son invité de rester au château pour la nuit. Cupidon ne peut que dire oui. Une fois dans la chambre qui lui avait été attribuée, il réfléchit aux moyens de transformer sa cible sans s'attirer les foudres de son père. Le fil de ses pensées fut interrompu par des coups à la porte. Il ouvrit et eut la surprise de se retrouver nez à nez avec la délicieuse Psyché. Celle-ci lui avoua son amour et Cupidon, perplexe, lui avoua son identité. Il parla un peu avec la princesse et cette dernière trouva la flèche. Étonnée, elle questionna l'ange. Alors, sans qu'il ne le veuille, l'immortel révéla tout. Les aveux résonnèrent aux oreilles de Psyché, blessants et impitoyables. Dans un sanglot, elle dit « Je croyais que vos sentiments envers moi étaient tout autres, mais vous préféreriez sans doute sauver votre mère. Eh bien, soit, transformez-moi en miroir et guérissez Vénus. Je ne mérite pas son nom. » Cupidon, ébahi, s'exécuta, et Psyché se laissa emporter par son destin et se transforma en miroir. Maintenant, quiconque observe son reflet dans son miroir devient arrogant. C'est ainsi que naquit la vanité. Bravo, franchement, à la fin, elle est... Ah, waouh! Je sais pas quoi dire. Maintenant, tu es grande, tu es dans la cour des grands. Okay. Alors, comme tous les autres, des questions. Voilà. Bravo Daphné, félicitations pour ce merveilleux texte et puis cette lecture extraordinaire aussi. Donc on voit très bien l'effet d'appuyer sur ton imagination. Donc je te félicite et puis je suis vraiment fière de toi. Puis là je suis en train de changer d'idée concernant la comédie musicale. Je me demande si on ne la fera pas en français kabyle, en bilingue. Et tu seras notre Psyché. Avec des enfants. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à la jeune demoiselle? Tout le monde entend. Ah. Ok, ton prof. C'est qui d'autre? Sincèrement, j'aurais aimé m'effacer aujourd'hui, mais bravo Daphné. Je voulais faire découvrir à mes élèves une partie de moi. Ouf, je ne vais pas parler de moi. Donc, le secondaire 2, sincèrement, ils ont travaillé sur Psyché, du début à la fin. Mais le secondaire 1, je leur ai donné juste la situation initiale. Je veux dire, on a présenté les personnages, le roi, ses deux filles, la beauté sublime de Psyché, la colère de Vénus et la mission qu'elle a donnée à son fils de la venger. Donc, j'ai demandé aux élèves du secondaire 1, elle fait partie de la concentration, c'est des concentrations quand même. Je leur ai demandé de deviner, c'est un élément déclencheur, c'est quoi le problème qui pourrait arriver et c'est quoi les péripéties que la pauvre Psyché pourrait rencontrer et le dénouement et aussi comment les personnages éventuellement se retrouveraient vers la fin. Et donc, j'ai deux groupes, donc j'ai pratiquement presque 60 histoires différentes. Donc, chaque groupe en fait lire quelques histoires. Quand Daphné s'est levée, elle a lu la sienne. J'étais pas la seule à être ébahie. Toute la classe l'était. Parce qu'il y a un élève, il a emmené Psyché chez McDonald's. Hein. Donc ça veut
dit là d'une histoire qui a été écrite depuis des millénaires. Madame Laurence, elle est partie chez McDonald's. Donc il y avait des trucs vraiment un peu décapants. Mais j'ai été frappée par le sérieux et la profondeur du texte de Daphné. Pour son âge et pour son niveau, secondaire 1, c'est pas secondaire 5. Et croyez-moi, par expérience, même le secondaire 5, c'est pas évident qu'ils écrivent de la sorte. N'est-ce pas? Et sincèrement, la Fédération Amazigh de Montréal, donc, on a dit, on dit, on chante, on parle, on lit, on écrit notre langue. Mais il y a un autre point, partager ce que nous sommes. Et donc, là, j'ai dit, est-ce que tu peux demander à tes parents s'ils pouvaient venir? Ce serait vraiment apprécié. Et je vous félicite et sincèrement, on ne vous a pas annoncé au début parce qu'on ne sait jamais. Donc, ça m'a vraiment touché que vous ayez accepté de venir et que vous l'ayez fait aussi. Parce que parfois on accepte mais on ne fait pas. Donc, vous êtes des parents conséquents, ça donne le résultat qui est Daphné. Merci beaucoup. J'ai découvert aussi Monsieur Dubois, si vous voulez passer au micro, dire quelque chose, parce qu'il a toute une histoire avec cette bâtisse. Il peut dire aussi sa rencontre avec cette bâtisse, il y a une nostalgie incroyable, et des années plus tard, c'est sa fille qui se retrouve dans cette bâtisse. Venez, Monsieur Dubois. C'est très spécial. Il y a 40 ans, et à peu près à cette époque-ci, il y avait la partie... Ici, aujourd'hui, c'est la partie âgée, parce qu'il y a un gymnase qui a été construit à côté. Mais dès qu'on est juste à côté, puis qu'il y a l'entrée du Patro Prévost, l'autre partie après, c'était un bâtiment qui faisait la moitié de la cour que vous voyez de l'autre côté. Ça s'appelait le Carrefour Saint-Arsène. C'était une ancienne école de réforme. Et c'est devenu l'ancêtre de l'école secondaire Le Temple de Laval. L'école secondaire Le Temple est née ici, avec Gaston Le Temple. Et ici, je suis revenu comme... C'est l'une des raisons pour laquelle, oui, je suis venu pour Daphné. Je suis venu aussi dans ce bâtiment-là parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a un auditorium en haut dans lequel il y a eu l'harmonie à l'époque qui jouait de la musique. C'était un grand bâtiment. Il y avait pratiquement un musée d'animaux empaillés qui était situé en haut, mais tout ça, ça avait passé au feu. Parce qu'en 1976, l'ancien bâtiment a tout passé au feu. Seule la partie où on se situe maintenant, elle restait intacte. Et la piscine, j'ignorais, la piscine est juste ici à côté. Vous allez juste ouvrir le rideau, vous allez voir. Je ne comprends pas qu'on ait caché cette piscine. Elle est vraiment magnifique. C'est une des belles piscines de Montréal, je vous le dis. C'est un des endroits où j'ai appris à nager, entre autres. Puis ici, on se trouve à l'endroit où j'ai eu le dernier examen du secondaire 1, 40 ans après ma fille, ici. En ce moment même, ici, on est dans une ancienne cafétéria, ici, de ce bâtiment-là, de cette école-là. Après ça, l'école Le Temple, elle a déménagé sur à peu près au coin de Papineau et Sauvé, et actuellement, elle est rendue à Laval, où ce qu'on est. Mais le bâtiment a quand même pas mal d'histoire ici. C'était les frères, c'est la même congrégation de frères qui ont dirigé le collège Beaubois et le collège Laval, qui dirigeaient cet endroit ici. C'était un endroit où on récupérait des jeunes qui étaient, disons des bums, là, qui étaient tannants. Mais moi, quand je suis rentré ici, cette partie-là était en train de finir. Là, il commençait à devenir vraiment comme une école secondaire privée qui allait offrir des services intéressants. Malheureusement, cet immense bâtiment-là avait passé au feu, mais par contre, la partie ici est restée intacte. Donc, c'est un peu ça. Je partage ça avec vous. Merci. اللي كانوا معنا ديالهم أول روح اسمه عزيز هذاك
Un, deux. Bonjour Daphné. Je tenais juste à te dire à quel point j'ai vraiment apprécié ton histoire. C'est vrai que tout le monde ici t'a applaudi, mais peut-être que c'est une autre résonance parce que moi je suis rendue en secondaire 5, puis je me souviens, là, ça fait pas super longtemps, secondaire 1, puis je peux te dire que tu as un talent inouï pour l'écriture, donc lâche pas, continue là-dedans parce que sérieusement, tu vas faire des choses incroyables. Mais moi j'avais une question par rapport à ton histoire. Je voulais juste savoir d'où est-ce que ça venait, ton inspiration pour la fin, de dire que c'est comme ça que la vanité est venue. Est-ce que tu avais l'idée en tête avant, puis c'est sur ça que tu as basé ton histoire, ou est-ce que tu as juste construit, puis finalement ça t'est arrivé, puis tu es comme ça pourrait fonctionner? En fait, Madame Adore nous avait dit que Cupidon tomberait amoureux de Psyché. Donc, je m'étais dit que ce serait ironique si c'était le contraire. Il se présente au château de Psyché et c'est Psyché qui en tombe amoureuse, et non l'inverse. Ensuite, je me suis dit de rire un petit peu de l'histoire parce que ça parle beaucoup de la beauté. Et on sait que les gens très beaux, souvent, ils sont vaniteux et ils adorent les miroirs. Donc, je me suis dit, il pourrait y avoir des flèches qui transforment les humains en miroirs. Et donc, Psyché apprendrait l'insensibilité de Cupidon et peinée, elle se laisserait transformer en miroir. Sauf que sa peine ferait que tous ceux qui s'observeraient dans le miroir deviendraient vaniteux. Donc, c'est ainsi que m'est venue l'inspiration. Je voulais juste ajouter quelque chose que Laurence vient de me dire. Elle vient de me dire que c'était curieux parce que Apulée était vraiment très beau et toute sa vie. Vu les descriptions qui avaient été transmises du personnage de Socrate, Platon, Aristote, en fait la figure du philosophe qui était toujours considérée comme laid, on s'attendait à ce qu'un philosophe soit justement un peu laid ou du moins savait un peu dans la mesure où il ne s'intéresse pas aux choses matérielles. Et Apulée était très beau et ça a joué un énorme rôle dans le procès de sorcellerie qui a été intenté contre lui. Parce que pourquoi est-ce qu'un homme si beau d'une trentaine d'années aurait voulu épouser une femme plus âgée que lui d'environ une dizaine d'années, et ça l'a suivi toute sa vie. Et dans sa défense, il a fallu qu'il parle des miroirs, alors parce que tout le monde disait qu'à cause de sa beauté, il était obsédé par le fait de se regarder dans un miroir et qu'il participait à de la magie ce faisant. Et il s'est défendu en disant en fait que le fait de se regarder dans un miroir créait un rapport de médiation où on réfléchissait à sa propre personne en se regardant et à sa propre psyché, justement. Donc c'est très comique. On est terminé là-dessus. Voilà. Merci pour tout le monde. Donc on va clore cet après-midi maintenant. Et je vous invite à nos activités de demain à partir de 13h, 13h30, 13h à 950 Saint-Rosaire, Saint-Rosaire. Du Rosaire. Ok. À Saint-Rosaire, coin Saint-Hubert. Voilà, je vais reprendre. Il a décidé que c'est Saint-Rosaire. C'est 950 du Rosaire. Donc c'est au coin du Rosaire et Boyer. Donc c'est une rue au nord de Villeray. Aussi, je vous rappelle les prochaines conférences. Le 16 avril, dans cette même salle, il y aura une conférence. Le blog, ça traiterait de la linguistique. Donc, il y aura Amdan Hacheb, Karim Hacheb et Zahir Madi. Et donc, vous pouvez deviner qu'il sera question aussi de la transcription. Toute une polémique, notamment, toute une controverse, notamment depuis que l'Algérie, entre guillemets, a officialisé la langue berbère. Après le Maroc, bien sûr. Même le Maroc, on peut mettre les guillemets aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'officialiser, mais sur le terrain, la donne est complètement différente. Ça, c'est les conférences. Donc, cette conférence, le 16 avril. Le 23 avril, Alexandre Lacroix, il traitera de la musique berbère, l'histoire de la musique berbère.
Et on est très content parce que c'est un artiste aussi. Et aussi, il y a un artiste kabyle d'Alger qui a décidé, il y tient, il va chanter Idir à la fin. Et je pense que c'est l'un des grands artistes que l'Afrique du Nord ait donné, le chanteur Idir. Donc lui, il veut offrir à la fédération et au roi Amazir toutes ses mélodies, 1 à 2 chansons de Idir. Donc je vous invite vraiment à venir nombreux. Les ateliers, c'est au 950 du Rosaire. Donc demain à 13 h, ça sera sur les contes. Il y aura des petits coins, on va raconter les contes aux enfants et pourquoi pas aux adultes. Et ça nous renvoie, Daphné parlait tout à l'heure du miroir, mais il y a plusieurs miroirs. Moi, le plus beau miroir dans ma mémoire, c'est ma grand-mère qui nous raconte les mouchoura, les contes. C'est des moments agréables pour les enfants que nous étions. Donc, c'est beau d'offrir ça à nos enfants ici à Montréal. Et un autre atelier, après le 23, excusez-moi, après le 17. Donc le 16, la conférence ici. Le dimanche 17, il y aura un atelier sur Ourel Khalef, le chant des femmes. La danse aussi. Donc, femmes, venez et éclatez-vous. Et Ourel Khalef, on a un rituel chez les Berbères. Quand les femmes se rencontrent, ça leur arrive d'inventer la musique, d'inventer la poésie, live, en direct. Donc, venez partager avec nous. Le 20 avril, c'est la célébration du printemps berbère de 1980 qui a brisé le mur de la peur et de la dictature algérienne.